cas pratiques, comme on doit le faire avec le logiciel QGIS. C'est pourquoi je pense que c'est mieux on commence la séance du jour 3, parce que ça nous permet d'avoir la prise à main du logiciel qui nous permettra maintenant de mettre en pratique les cas pratiques de cette étude. Alors pour cette troisième journée, on va commencer, donc ça concerne l'installation du logiciel. Ici, on a déjà installé QGIS. On va comprendre l'interface du logiciel QGIS et commencer avec le premier projet. Ensuite, on verra aussi l'importation et gestion de couches cartographiques. Donc, c'est tout ce qui va concerner cette séance. Ça sera beaucoup plus pratique, mais heureusement quand j'ai déjà lancé l'enregistrement, après on aura une vidéo, juste que ça pourra prendre un temps parce que ça nécessitera le traitement, vu que ça sera un enregistrement de plus d'une heure. S'il y a des temps morts, on pourra quand même le traiter, ça veut dire enlever cela pour avoir une vidéo assez compréhensible. Voilà, normalement, après avoir installé le logiciel, vous devez retrouver un dossier pareil sur votre bureau, donc sur votre ordinateur. Donc le dossier QGIS, après l'installation du logiciel, ça crée ces dossiers. Et si on ouvre le dossier, on retrouve ces fichiers. Je ne sais pas si vous aviez déjà tenté ça avant, mais sinon dès que vous allez lancer votre ordinateur sur le bureau, vous allez retrouver un dossier QGIS 3.40, donc la version du logiciel, et dedans vous retrouverez ces fichiers. Chaque fichier a un rôle à jouer, mais souvent l'interface que nous utilisons le plus c'est QGIS Desktop qui est là, donc ça veut dire l'interface QGIS, l'interface du bureau, le logiciel bureau. Et vous pouvez directement faire un double clic ici, tout comme vous pouvez aussi le placer sur la barre des tâches afin de le lancer prochainement juste avec un clic. Donc vous pouvez faire un clic là et venir sur épingler à la barre des tâches ou encore au menu, mais c'est mieux de l'épingler à la barre des tâches. Ou si c'est pas le cas, vous pouvez ici faire juste double clic pour lancer le logiciel QGIS. Donc après avoir lancé le logiciel, normalement on retrouve une interface pareille. Mais au début, par exemple, des projets comme ça, vous n'allez pas les retrouver parce que ce sont des projets récents, des projets auxquels nous travaillons ces derniers temps. Mais chez vous, comme c'est la première fois d'utiliser le logiciel, on vient à peine de l'installer. Ici, vous n'allez rien retrouver. Vous retrouverez juste, par exemple, cette interface d'actualité qui, des fois, donne des informations sur les nouveautés, ainsi de suite. Ou encore d'autres annonces. Et vous aurez aussi un modèle de projet. Je ne sais pas si vous avez toujours la vue de l'écran que j'ai partagé. Oui, je vous suis. Vous souhaitez lancer aussi votre ordinateur à côté ou bien on peut évoluer? On évolue pour l'instant. D'accord. Donc, je vais expliquer cette interface. En premier lieu, là, vous avez les titres, donc ça veut dire projet sans titre, parce que notre projet, nous l'avons pas encore enregistré. On appelle projet une session lancée, ça veut dire lorsque vous lancez QGIS, c'est que vous commencez à travailler, c'est ce qui constitue un projet. Et c'est comme tout autre projet, vous pouvez commencer, enregistrer et continuer après. Vous pouvez ouvrir un projet existant, tout comme vous pouvez débuter un projet en partant de zéro. Et une fois enregistré, normalement, c'est ce titre-là qui changera pour porter le nom qu'on va attribuer. À part là, ici, nous avons la barre de menu. Ici, nous avons par exemple le menu projet. Et dans chaque menu, nous retrouvons pas mal de fonctions ou encore des options. Par exemple, au niveau de menu projet, nous voyons que nous avons l'option nouveau. Ça veut dire qu'on peut lancer un nouveau projet. Et comme raccourci, on peut faire CTRL plus N. C'est comme sur Word. Nous avons là, par exemple, le nouveau depuis un modèle. Ça veut dire
on peut enregistrer un projet comme modèle qu'on pourra utiliser à venir. Même si on débute notre projet, on peut partir d'un modèle qui existe. On peut aller ouvrir pour rechercher des projets qui se trouvent dans nos dossiers, des projets qui se trouvent dans des bases de données en ligne. Ici, des projets récents qu'on a enregistrés ou travaillés dernièrement, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut voir au niveau de menu. Comment enregistrer un projet, enregistrer sous les propriétés du projet, le mise en page, ainsi de suite, qu'on découvrira au fur et à mesure. En dehors des menus projet, on a édité, tout ce qui est options concernant l'édition, annuler et faire, copier-coller. On a le menu vie. Le menu vie nous aide à configurer cette interface. Donc tout ce que vous voyez sur ces logiciels est modifiable. Vous pouvez décider quel outil vous aimeriez voir sur l'interface et quel outil vous aimeriez désactiver. Parce que QGIS est comme un outil au centre, mais dont chacun utilise par rapport à son domaine. Par exemple, vous voulez l'utiliser par rapport à tout ce qui est marketing, tout ce qui est les études de marché, géomarketing, mais il y a une autre personne qui l'utilise par exemple pour tout ce qui est ses activités de génie civil, d'autres personnes pour tout ce qui est ses activités par exemple des cartographies ou bien des gestions des déchets, ou bien dans les secteurs de l'eau. Alors, il y a beaucoup d'outils spécifiques dans QGIS, donc ça veut dire à l'intérieur de QGIS, il y a des extensions ou bien des fonctionnalités pour chaque domaine. Alors, si on décidait tout afficher... Pardon? Je disais, excusez-moi de vous couper, je disais donc c'est adaptable en fait. C'est ça, ouais, c'est vraiment adaptable à ce que vous voulez faire. On va le découvrir. C'est pourquoi ici, sur vie, on peut décider qu'est-ce qu'on veut voir. Par exemple, de zoom plus, zoom tout ça. Si je viens vers panneau, ici, ça me présente plusieurs panneaux. Et les panneaux, ce sont des interfaces qu'on retrouve sur cette logiciel. Par exemple, ça, nous avons ici les panneaux explorateurs que je peux cliquer comme ça et déplacer. Donc, vous voyez, c'est vraiment modulable. Je peux décider comment j'aimerais voir mon interface. Que je peux même enlever là-bas, venir placer ça ici en bas. Donc, chaque fois, vous décidez où vous voulez le placer. Je peux dire que non, j'aimerais que ça soit comme ça détaché. Donc, tout ça est faisable. Je peux les placer au même endroit. Soit je clique ici pour être sur explorateur ou cliquer là pour venir sur couche. Je peux décider d'enlever explorateur et le ramener là où c'était avant. Donc, on a vraiment cette flexibilité d'arranger l'interface comme on le souhaite. Okay. Et comme je disais, au niveau de vie, si on vient sur panneau, ici je vois qu'il y a seulement D qui sont cochés. Donc c'est couche et explorateur. Et c'est les D que nous avons là. Les autres qui ne sont pas cochés, c'est disponible dans le logiciel, mais c'est pas visible ici parce que c'est pas activé. Par exemple, je peux venir là, j'active boîte à outils de traitement. Dans cette boîte, on va retrouver tout ce qui est outils nécessaires qu'on va utiliser pour traiter nos données. Par exemple, je peux cocher là et on se rend compte qu'ici, il y a ce panneau qui s'est ajouté qui est boîte à outils de traitement. Si je ne veux plus que ça apparaît là, je peux venir encore sur vie, panneau et je décoche. Donc, je vous laisserai expérimenter lorsque vous allez lancer le logiciel sur votre ordi pour tester certaines choses. Et on a aussi, en dehors des barres de menu qui sont là, nous avons ici la barre d'outils. Et souvent, les outils sont des options qui sont dans le menu, mais qu'on a placé ici comme étant des raccourcis pour la rapidité. Par exemple, lorsque je suis dans le menu projet, je retrouve nouveau projet, enregistrer, enregistrer sous, ainsi de suite. Lorsque je viens sur la barre d'outils, je retrouve aussi l'icône de nouveau projet, ouvrir projet, enregistrer, ainsi de suite. Donc c'est tout ce qui sont là qu'on a repris ici sous forme de raccourcis.
Et ces raccourcis, vous pouvez aussi décider où le placer. Souvent, on les disponibilise par rapport à là où vous pensez que c'est facile à prendre, si c'est un outil le plus utilisé. Et vous avez des outils qui sont là, mais chaque fois au débit, si vous observez bien, vous allez voir qu'il y a des pointillés. Ces pointillés vous permettent de les déplacer. Par exemple, je peux déplacer tous les outils qui sont là. Je peux cliquer comme ça. Et puis, je les amène ici. Donc, je les ai enlevés là-bas pour ici. Tout comme, je peux aussi enlever tout ça. Je l'amène ici en bas. Donc, c'est vraiment une interface où vous pouvez l'arranger selon vos goûts. Mais, attention à ne pas l'encombrer avec assez d'outils. Parce que le plus important est que ça vous donne la facilité de bien travailler. Donc voilà. À part la barre d'outils, au milieu ici, normalement, nous avons l'interface de visualisation. Pour mieux le voir, je vais lancer un nouveau projet. Donc je vais juste cliquer là. Soit je vais venir sur menu projet et puis aller sur nouveau. Donc voilà, là je viens de débuter une session c'est un nouveau projet mais qui n'est pas encore enregistré. Et j'ai parlé tout à l'heure de vie pour visualiser les panneaux et les barres d'outils. Comme raccourci, vous pouvez aussi venir sur la barre d'outils comme ça. Vous faites clic droit avec votre souris. Dès que vous faites clic droit, ça va vous présenter tout ce qui est panneaux et barres et outils disponibles dans QGIS. Donc ceux qui sont cochés sont déjà visibles sur l'interface. Ceux qui ne sont pas cochés, ça se trouve dans le logiciel, mais c'est pas actif. Par exemple, si je vais avoir visualisé la boîte à outils, panneau boîte à outils, je coche là, ça s'affiche. Et si je ne veux plus de ça, je fais encore clic droit là, je viens de cocher. Donc, parce que on peut pas tout cocher. Parce que si je coche tout, on aura cette interface encombrée et on ne saura pas bien travailler. Et vous n'êtes pas aussi obligé d'aller savoir que non, par exemple, l'outil tampon, l'outil tampon, c'est l'outil qui nous permet d'ajouter des zones tampons. Par exemple, vous avez la localisation de votre point de vente et vous voulez générer une zone de 500 mètres tout autour de ces points de vente. Vous allez utiliser l'outil tampon. Ça veut dire, vous connaissez des noms qu'il y a un outil tampon dans QGIS, mais vous ne savez pas, il faut aller dans quel sous-dossier. Par exemple, sur la boîte à outils de traitement, si je vais dans cartographie, je retrouve encore beaucoup d'autres outils. Alors, pour ne pas aller parcourir tout ça, vous pouvez juste venir là et vous tapez le nom de l'outil ou bien de l'algorithme que vous voulez utiliser. Ouais, dès que j'écris tampon, il filtre pour me présenter les différents outils qui portent le nom des tampons. Et du coup, je peux venir maintenant prendre l'outil concerné. Et là, c'est en anglais parce que c'est le même outil, buffer ou encore tampon. Donc, c'est une façon de retrouver vite fait un outil. Par exemple, je sais qu'il y a aussi les isochrones qu'on peut utiliser. Donc, qui peut permettre, par exemple, de faire l'analyse des réseaux, tout ça. Donc, on peut faire des recherches là. Ici, au milieu, on a la zone de visualisation. Ça veut dire que cette interface est considérée comme le globe. Raison pour laquelle lorsque je parcours là, vous voyez qu'ici en bas, les coordonnées changent parce que c'est comme si je suis en train de parcourir les différentes zones du globe. Okay. Ici en bas, on a la barre des statistiques. Ici aussi, on peut retrouver un outil. Par exemple, je sais qu'il y a un outil, par exemple, le clip. Ou bien, ça peut être en anglais ou en français, couper. Cet outil nous permet à faire le clippage, ça veut dire découper des zones. Par exemple, je peux avoir la limite d'un quartier, mais j'ai les routes de la ville, de l'ensemble de la ville. Et je décide de découper les routes selon juste la limite des quartiers. Je vais utiliser cet outil couper. Donc, si je ne sais pas où ça se trouve, je peux vite venir ici faire juste la recherche pour les retrouver. Ici, je disais, il y a les coordonnées, ça indique les coordonnées de là où on se situe, ou bien là où se situe le curseur.
Ici, on a l'échelle. Là, ce sont des échelles conventionnelles déjà disponibles, mais toutefois, on peut mettre des échelles personnalisées. Le loop, ça veut dire on peut faire le loop à 100 ou réduire le pourcentage. On peut roter notre carte. Et à la fin, on a le système de coordonnées. Comme cette zone à l'intérieur représente le globe, ça veut dire cela est régi aussi d'un système de coordonnées, de référence. Et dans tout ce qui est système d'information géographique avec le logiciel QGIS ou autre logiciel, nous avons un système de coordonnées du projet et un système de coordonnées de la couche. Je ne sais pas si on vous avait déjà donné les accès, mais sinon on va vous donner l'accès à la formation sur la plateforme pour que vous puissiez approfondir certaines notions, par exemple les notions de géodésie qui parlent des systèmes d'information, ou plutôt système de coordonnées de référence. Sinon, à retenir est qu'on a un système de référence. On a un système de référence pour le projet et un système de référence pour les couches. Donc là, en quelques mots, venons un peu de comprendre de quoi parle cette interface, et dans des vidéos en ligne, vous avez des explications détaillées parce que ça concerne plus les débutants. Et lorsqu'on installe le logiciel pour la première fois, ce que vous avez fait, vous avez parmi le menu préférences. Et dès que vous cliquez sur ce menu préférences, vous pouvez venir sur... essayer de voir. Ah, vous l'avez lancé? Pardon? Pardon. Oui, je voulais vous écouter au fait. Ouais, mais je l'ai. Hein. Dites, vous avez quoi? Le QGIS lancé? Voilà, donc vous allez sur Options. Et là, on retrouve le paramètre des bases du logiciel. Ça veut dire, pour des utilisations avancées, on peut déjà configurer le logiciel pour que ça soit spécifique à ce que nous faisons comme activité. Mais sinon, même si on ne le fait pas, déjà avec la configuration par défaut, on peut utiliser le logiciel sans problème. Mais sinon, on peut apporter aussi des modifications. Par exemple, je peux déterminer, traduire l'interface du logiciel parce qu'il y a plusieurs langues disponibles. Si je coche là, je peux choisir, il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Je peux décider sur le format monétaire, des données, des nombres et des dates. Par exemple, je prends pour mon pays ou bien ma zone de travail. Ainsi de suite, je peux décider lorsque je lance ou bien je redémarre, ou bien lorsque je change telle information, qu'est-ce qui va se passer. Je peux déterminer les types de couleurs par défaut qui seront disponibles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau basique, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau avancé. Et le niveau avancé est plus réservé à ceux qui maîtrisent la programmation. Comme QGIS c'est un logiciel open source, ouvert à tout le monde, si vous êtes fort en programmation, vous pouvez configurer et adapter certaines fonctionnalités. Donc, vous avez cette possibilité-là. Et vous pouvez aussi utiliser des langages de programmation tels que Python, JavaScript et autres pour ceux qui maîtrisent la programmation. Mais sinon, comme j'ai dit, déjà, vous pouvez utiliser ça avec la configuration par défaut sans toutefois apporter de modifications. Et si vous apportez des modifications, ça nécessite le redémarrage du logiciel pour que cela soit pris en compte. Voilà, donc jusque-là, on a parlé depuis la séance passée de téléchargement et installation du logiciel. Là, on vient de parler de l'interface. On a vu l'interface du logiciel. Je parlais des panneaux. Sur le panneau couche ici, c'est comme la table des matières. Tout ce que nous allons importer ici comme données, ça sera
le titre sera ici et la carte s'affichera là. Et ici, sur Explorateur, vous avez beaucoup de fonctionnalités. Ça veut dire il y a des fonctionnalités qui vous permettent d'accéder dans vos fichiers sur votre ordinateur. D'autres fonctionnalités vous permettent d'acquérir des données en ligne qu'on avait vu sur le plan, ainsi de suite. Et même accéder même à des bases de données. Par exemple, là, si je veux aller voir des données qui se trouvent dans mon ordinateur, je vais prendre le cas des données qu'on avait téléchargées l'autre fois. Je peux venir ici, vous voyez, accueil. Ensuite, je viens sur, donc vous voyez, dès que je clique sur accueil, ça me montre tout ce qui est données ou dossiers disponibles dans mon ordinateur. Je vais sur download et là je retrouve ce qu'on avait téléchargé. Je sais pas si je l'ai ici. Je vais essayer un peu de me rappeler des noms qu'on avait donnés. Non, mais sinon, on retrouvera tous les données là-bas. Je dois me rappeler de ce qu'on avait donné comme nom des données qu'on a téléchargées. Donc, sinon, vous retrouvez ici toutes les données. Si c'est pas le cas, vous avez aussi des bases de données. Par exemple, là, vous avez GeoPackage, vous avez SpatiaLite, PostgreSQL, MS SQL de Microsoft SQL Server, Oracle, ainsi de suite. Ça veut dire que vous pouvez travailler pour une entreprise et cette entreprise dispose d'une base de données. On vous donnera juste accès pour récupérer des données directement dans la base et l'utiliser. Vous avez aussi des... Quand je récupère les données là-bas, en fait, ça va venir dans couche. Oui. C'est ça? Donc, par exemple, on va tester, que je vérifie d'abord où est-ce qu'on a placé les données téléchargées l'autre fois. Je crois que c'est ce qui est là, non? C'est map. Ah, c'est juste que ce n'est pas au format. C'est pas au format CSV. Accordé. On va télécharger des données vite fait. Il y a une plateforme qui permet de télécharger des données qu'on appelle GADEM. Mais c'est pas toujours des données à jour, mais ça donne quand même des limites de pays. Donc GADEM. Ça, ce sont des plateformes qui aident nous ici en Afrique. En France, vous avez déjà pas mal de vos données à jour disponibles. Voilà, je vais faire la recherche de France. Voilà, donc la plateforme rend disponible les données sur les limites administratives. Et là, on a des formats. Je profite déjà de faire encore un rappel sur les formats des données qu'on avait vus. Ici, on n'a pas des formats, mais on a 4 formats. On a le format GeoPackage. Je dis les GeoPackage, c'était comme un conteneur, comme une base de données, où on avait tous les fichiers dans un seul fichier. Donc, GeoPackage. Si je clique là, ça va aussi procéder au téléchargement. Ça va télécharger toutes les données de la France. Là, il y a beaucoup de données, ça va faire 46 mégas. Et si je ne vais pas prendre les GeoPackage, je peux aussi prendre le Shapefile. Donc on télécharge les deux comme ça, ça vous permettra de voir la différence. Et je peux aussi télécharger au format GeoDizone. J'avais dit l'autre fois, GeoDizone est plus utilisé par la cartographie web, donc les cartes en ligne, ainsi de suite. Et pour ça, je vais ici prendre Level 2. Je vais télécharger Level 2. Et si je peux prendre aussi Level 1. Fichier KMZ, c'est le format utilisé par Google F Pro. Donc si par exemple, supposons, vous travaillez avec Google F Pro, vous avez localisé quelques points de vente, mais vous aimeriez ajouter
la zone qui couvre ces points de vente là. Mais sur Google Earth, vous n'avez pas cette couche-là des limites de la zone. Vous pouvez venir télécharger ici au format de Google Earth. Par exemple, là, je vais prendre le format Level 3. Et après, on verra comment les utiliser. Donc, voilà les données qu'on est en train de télécharger. Puis, on va voir comment les utiliser. Oui. Est-ce que les niveaux là, parce qu'il y a plusieurs niveaux, 0 jusqu'à 4, tout ça c'est gratuit ou au fur et à mesure on remonte des niveaux, il faut Non. payer? Ici, Non. sur la plateforme, tout est gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire là, le niveau 0, c'est le contour du pays. Le niveau 1 ou niveau 1, ça dépend de ce que vous appelez là-bas, c'est pas ces provinces ou départements. Le niveau D, donc c'est comme ça part des pays, provinces ou départements, ainsi de suite. Départements, agglomération. Oui, ça va, je crois, jusqu'au niveau des iris, je crois. Ouais. Et ça dépend, parce que le site ici ne fait pas grand chose, il récupère que ce qui est disponible dans d'autres plateformes, donc ce que le pays a rendu disponible. Vous voyez, par exemple, pour la France, on va jusqu'au niveau 4. Si je cherche, par exemple, pour Congo, par exemple, pour la RDC, vous voyez que ça se limite au niveau 2. Ça veut dire que le pays n'a pas les données à jour sur les délimitations beaucoup plus petites encore. Par exemple, au niveau des quartiers ou communes. Donc, c'est un peu ça. Ça dépend d'un pays à un autre. Congo-Brazza. Et aussi, tellement on est des pays frères, on a le même degré de manque de données. Donc, voilà un peu. Voilà, j'espère qu'on a fini avec nos téléchargements. Maintenant, comme il y a une grande quantité de données, souvent ça vient sous format compressé. Donc, vous voyez que c'est sous format zip. Sauf pour, ça c'est la version, ça c'est le type de données GeoPackage. Vous voyez même à la fin c'est JPK, donc GeoPackage. SHP veut dire Shapefile, c'est au format zip. Et puis là, nous avons le format GeoDizone, qui est aussi compressé. Et puis le format KMZ. Maintenant, ici c'est zippé, mais QGIS donne un peu la possibilité, donc je vais faire clic droit là, actualiser. Vous voyez que tout ce qu'on a téléchargé se trouve là. Donc, plutôt on a commencé par télécharger ça pour la France. Donc, GADM, c'est le nom de la plateforme. Et si je viens dans le dossier, comme ce sont des données IP, si je suis dans mes dossiers, comme ça, mes téléchargements, pour l'utiliser, à partir d'ici, je dois d'abord décompresser. Comme vous pouvez le voir. Mais à partir de QGIS me donne la possibilité de cliquer à côté pour le dérouler. Par exemple, là, pour GeoPackage, je peux cliquer là, et ça me présente déjà le contenu de ces GeoPackages. Vous voyez que j'ai les 6 niveaux qui sont là, partant des niveaux 0 au niveau 5. Et les shapefile aussi, si je clique, j'ai aussi tout là-bas. Mais maintenant, pour faire la différence, j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous écoute, ouais. Je vais revenir dans les dossiers téléchargement pour vous montrer la différence entre GeoPackage et Shapefile. Le Shapefile est là. Vous voyez que là, c'est zippé. Je vais le décompresser. Voilà. Ça veut dire, pour le GeoPackage, comme on avait dit, c'est un conteneur de données. Donc, tout ce qu'on a, les 6 limites, les 6 niveaux là, se trouvent dans un seul fichier. C'est ce fichier qui est là.
Mais pour les shapefiles, ce n'est pas le cas. Si je fais double-clic ici, vous voyez, c'est tous ces petits fichiers qui constituent les 6 niveaux. C'est pourquoi j'avais dit GeoPackage fait partie des types des formats, plutôt des formats des fichiers développés par l'armée américaine. C'était pour faciliter les transports des données pendant la guerre, vous voyez un peu. Juste un fichier où tout est dedans, c'est facile à télécharger, partir avec, tout ça. Parce qu'avec ça, si je vous envoie les données en shapefile et que j'oublie par exemple un seul fichier comme ça, cela ne marchera plus chez vous. Ça vous mentionnera mes erreurs. Mais avec les GeoPackage, juste un fichier comme ça, tout est dedans. Maintenant, le choix d'utilisation des GeoPackage ou des shapefiles, ça dépend. Si par exemple vous travaillez en collaboration, vous travaillez en équipe ou en entreprise, ça dépend de ce que les autres utilisent. Donc, le choix que vous porterez au type de données dépend de ce que l'entreprise utilise ou bien ce que d'autres collaborateurs utilisent pour faciliter le partage de données. Maintenant, je vais tenter d'importer les deux fichiers. Je vais commencer par les shapefiles. Si vous êtes au niveau du logiciel QGIS et que vous ne souhaitez pas utiliser l'explorateur des données comme ça, ou bien des dossiers, des fichiers, vous allez venir maintenant sur la barre d'outils et importer à partir de là. Par exemple, là, venir sur couche. Et là, vous retrouvez beaucoup d'options. Vous allez sur ajouter une couche et il vous présente plusieurs types de couches ou de données qui peuvent être ajoutées dans QGIS ou utilisées dans QGIS. Mais avant de poser toute autre action, il est conseillé de toujours enregistrer son projet. On a tous de bonnes bases en informatique, comme vous le savez avec Word ou autres logiciels. Un travail non enregistré, en cas de problème, on le perd. Et c'est la même chose avec QGIS. Parce qu'à un moment, l'ordinateur peut planter, vous pouvez lancer une action et ça demande trop surcharge et puis ça coupe, on va tout perdre. Donc, chaque fois, la première chose à faire, si vous souhaitez, vous pouvez commencer par organiser un dossier. Par exemple, ici dans téléchargement, vous allez sur nouveau, vous cliquez sur nouveau dossier. Moi, je le nomme projet 01. Et ici, je peux le placer tout comme ce dossier principal, je peux le nommer formation SIG Géomarketing. Je valide. Et maintenant, dans ces dossiers, je placerai tous mes projets. Je peux créer maintenant des sous-dossiers. Ici, par exemple, je lui dis projet barre de 801. Ça concerne mon projet 01. Je peux encore l'ouvrir et c'est ici que je vais tout placer. Si je veux, je peux créer un sous-dossier où je mettrai ce qu'est les données, un autre sous-dossier où j'aurai par exemple le fichier projet, et un autre sous-dossier où j'aurai les cartes que je vais réaliser si ça va demander les cartes à la fin. Mais sinon, tout peut être placé là. Cette organisation est très nécessaire parce qu'au début, vous commencerez par un projet. Mais après 6 mois, une année, 2 ans, vous en aurez beaucoup. Alors si ce n'est pas bien organisé, un jour, vous aurez du mal à retrouver un projet au cas où vous en avez besoin. Oui, tout à fait. Donc là, j'ai commencé par les dossiers. Ensuite, à partir du logiciel, pour enregistrer un projet, comme sur Word, vous pouvez faire CTRL-S. Si je fais par exemple le CTRL-S, directement il me présente l'interface qui peut m'aider à enregistrer mon projet. Ou encore, je vais sur le menu projet et je vais sur enregistrer. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher les dossiers que j'avais préparés dans téléchargement. Mon dossier est là, formation SIG Géomarketing. Je fais double-clic et j'ai choisi le sous-dossier projet 1. J'ouvre et c'est à l'intérieur de ce sous-dossier que je vais enregistrer mon fichier projet. Donc le fichier projet ici, c'est le format que QGIS donne pour enregistrer une session de travail ou un projet. Et là, projet par exemple
c'est prise à main. Ça dépend de ce que vous voulez nommer. Prise à main QGIS. Et il y a il y avait à l'époque, là je viens de me rendre compte qu'ils ont ajouté. Avant, il y avait des formats. Les formats QGZ et les formats QGIS. Avant, QGIS ne prenait pas en compte les informations connexes. Par exemple, j'ai enregistré un projet, j'ai ajouté d'autres données externes. Lorsque j'enregistre, il enregistrait que les fichiers projet sans toutefois prendre en compte des données connexes. Mais avec le format QGZ, ça prend en compte les données connexes. Ça peut dire la couleur que j'ai attribuée à une couche. Après avoir enregistré le projet, je peux facilement retrouver cette information. Et déjà, par défaut, lorsque vous voulez enregistrer votre projet, depuis la version de QGIS 3, lui-même déjà propose le format QGZ. Donc là, vous avez QGZ. Et là, vous avez QGIS. Et ça, c'est ce qu'ils ont ajouté, qui apparemment, ça commence à prendre en compte les deux. Donc, chaque jour, au moins, ils continuent d'améliorer. Et après avoir... Au fait, c'est par rapport aux données que vous avez importées de l'extérieur qui met comme ça. C'est ça? Pas forcément, mais ça veut dire qu'il y a des particularités pour chaque type. Parce que lorsqu'on travaille sur QGIS, il y a certains outils qui vous permettent à ce que lorsque vous avez fini, vous pouvez prendre votre carte réalisée ici, le déployer en ligne, transformer ça en carte web. Ça veut dire que ça peut être accessible par plusieurs personnes. Alors, jusque-là, c'est le format QGIS qui marchait plus et non QGZ. Ça veut dire déjà, si je sais que la finalité du projet où je travaille, la carte sera en ligne, déjà dès le départ, je vais prendre le format QGIS. Et si je veux que ça veut dire que ça ne sera pas en ligne, je prends QGZ. Mais là, je me rends compte qu'il vient d'ajouter cette fonctionnalité qui permet d'avoir une version qui combine les deux. Ok, donc là, maintenant, c'est automatique. C'est automatique. Donc, déjà, lui-même, il propose ça. Donc, c'est comme j'avais dit, il y a toute une équipe de développeurs qui travaillent, qui ajoutent chaque fois des nouvelles fonctionnalités. Après avoir fini d'écrire le nom de mon projet, j'enregistre. Et du coup, ici en haut, le nom a aussi changé. Avant, c'était projet sans titre. Maintenant, c'est prise à main, QGIS, le nom que je viens de donner. Et cette opération, on le fait qu'une seule fois, comme sur Word. Ensuite, à chaque fois que je ferai des mises à jour, des modifications, je pourrais faire juste CTRL S et lui, il va prendre en compte ces mises à jour, mais toujours dans ces fichiers prise à main QGIS. Maintenant, pour importer des données, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, à partir de la barre de menu, on peut aller sur couche, puis on vient sur ajouter une couche, et c'est là où maintenant les types de formats qu'on a appris, les formats vecteur et raster. Le raster, nous avons dit, ce sont des images. Le vecteur, ça peut être des points, des lignes ou des polygones. Le type peut être shapefile, geopackage, geodesign, mapinfo et autres. Tel que là, on veut importer des limites de la France, on va prendre, ajouter une couche vecteur. Et dès qu'on le fait, on retrouve cette interface. C'est là où j'expliquais que lorsque vous voyez type de source fichier, ça veut dire que les données se trouvent dans votre ordinateur. Répertoire, base de données, ça veut dire que ça se trouve dans une base de données. Si je me dis mes données ne sont pas dans mon ordi, c'est dans un répertoire. C'est ici que je peux venir prendre. Ça peut être la plateforme d'une institution. Par exemple, là, on voit les Américains, Angleterre, ainsi de suite. Si c'est dans une base de données, par exemple, une base de données mise à disposition par votre entreprise, vous pouvez cliquer sur Nouveau et puis renseigner les identifiants communiqués par celui qui gère votre base de données. L'avantage est que si les données se trouvent dans une base de données,
même si vous travaillez à 4 ou plus de personnes, chaque personne, là où il est, les modifications qu'il apporte, les autres peuvent en bénéficier parce que les données sont centralisées. Mais si vos données se trouvent dans votre ordinateur, tout ce que vous faites, d'autres personnes ne sauront pas en bénéficier. Et le jour où on vous pique ou bien l'ordinateur tombe en panne, donc ça veut dire tout est parti. Donc voilà. Nous, ici, pour aujourd'hui, nos données sont dans fichier parce que ça se trouve dans notre ordinateur. Et à partir de là, vous devez maintenant aller indiquer la source. Oui. Parce qu'il y a toujours, j'ai déjà eu des problèmes de perte des données comme ça j'ai eu de mes aventures de perte des données comme ça. Est-ce que j'ai, pour travailler, parce que c'est, pour travailler comme ça, pour ne pas perdre des données, parce qu'il y a possibilité de partager les données. Est-ce que j'ai la possibilité d'utiliser, par exemple, des ordinateurs sur lesquels, au fait, quand je travaille, mes données notre ordinateur aussi, il y a ces possibilités-là, non? Non, l'ordinateur à lui seul n'est pas un serveur. Par exemple, j'utilise Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion. Notion. Ouais, je vois, Notion, je vois l'outil de collaboration, ouais. Voilà, une plateforme comme ça, si j'utilise par exemple, je pourrais retrouver mes données. Par exemple, si dans mon ordinateur je les perds, je peux avoir un exemplaire dans Notion par exemple. Ouais, si c'est sauvé. Oui, là, si c'est sauvegardé, oui, vous allez, parce que dès que vous allez dans l'autre ordinateur, vous mettez. Comme si je partage, en fait. Voilà, vous mettez vos identifiants et vous les retrouvez. Ou encore, c'est dans les clouds. Vous avez OneDrive, vous avez Google Drive. Vous pouvez stocker les données en ligne, mais dans ces cas, ça veut dire à chaque fois pour utiliser l'ordi, vous devez vous assurer que vous avez la connexion. Mais ce n'est même plus un problème pour vous, pour la connexion. Donc, l'option serait aussi que ça soit en ligne. Maintenant, ça commence à devenir un peu compliqué. Ils nous vendent tous. Bon. Avant, c'était gratuit. Maintenant, il faut tout payer. Vraiment. C'est pas grave. Ok. Ok. Donc, ça peut être l'une des solutions. On peut, ça sera aussi une façon de notre entreprise de gagner l'argent de votre entreprise quand ça sera en marche. Vous allez juste collaborer avec nous. On va développer une base de données que vous allez placer sur le cloud. Ça vous permettra de bien protéger de données. Pourquoi pas? Voilà. Donc, je disais à partir du fichier, là maintenant, on doit aller chercher la source parce qu'on a choisi, on a informé au logiciel que nos données se trouvent dans le fichier. On doit aller indiquer ça se trouve dans quelle source, quel dossier. Et c'est pourquoi on doit venir cliquer sur les 3 points. Et à chaque fois que vous verrez les 3 points sur ce logiciel, ça veut dire parcourir. Dès que vous cliquez là, ça vous amène quelque part pour choisir une information. Ici, on veut choisir, prendre des données chaque fois qu'on a téléchargé. Nous allons cliquer sur parcourir. Et ça nous amène sur notre ordinateur. Nous allons sur télédétection, au téléchargement. Et puis, voilà. Les données qu'on a décompressées des shapefiles de la France, et là, on va faire double-clic. Et vous voyez que ça présente beaucoup de fichiers. Maintenant, chaque fichier a sa signification. J'avais expliqué, par exemple, SHX, c'est l'index spatial. DPF, ça contient les données attributaires, ça veut dire la table et l'attribut. Excusez. PRJ, ça contient l'information des systèmes de référence géographique, donc la référence spatiale. SHP contient la forme géométrie. Ainsi de suite. Si par exemple... Il n'y a pas un endroit où je peux trouver les significations de chaque... Parce qu'au départ, comme ça, vous me dites que ça,
je sais pas, pour les retenir comme ça, du coup, c'est un peu, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux voir ça, ou sur les cartes c'est marqué? Parce que Normalement, ici, c'est ce que des vous allez utiliser applications. le plus, ce que vous allez retenir, c'est juste SHP. Les autres là vont juste vous appuyer pour que l'information soit complète, mais ce que vous allez retenir, ce n'est que le format SHP qui est là. Donc, par exemple, Ok. ici, on va choisir, Mhm. bon, on va commencer par 1, ou bien le niveau 0, on prend SHP. Donc, dès qu'on choisit ce qu'on veut ajouter, on vient sur ouvrir, Mhm. et là, on voit que c'est rempli ici. On clique maintenant sur Mhm. ajouter. Donc, je vais vous faire voir. Dès que je clique ici sur ajouter, dans l'interface ici des couches, ça va s'ajouter là comme ligne de titre et puis ça va s'afficher sur la carte. Donc je clique sur ajouter, vous voyez qu'ici ça s'affiche. Ici je déplace cette interface, vous voyez qu'il y a la carte de la France qui apparaît. Mhm. Si je veux ajouter encore d'autres traits, je vais encore là sur parcourir. Il me donne même la possibilité d'ajouter, surtout si vous avez toutes les données dans un seul dossier tel que le cas pour moi. Là, j'ai ajouté 0. Je peux ajouter aussi 1 et 2. Je peux cliquer sur 1. Toujours Shapefile. Il faut bien voir à la fin SHP. Autre indice est que c'est aussi le fichier qui a une grande taille. Mhm. Je peux cliquer là. Je maintiens le bouton contrôle de mon clavier et je clique aussi SHP niveau D. Ok. Mhm. Je viens sur ouvrir. Puis je viens sur ajouter. Je peux fermer cette interface. Vous voyez que j'ai mes 3 couches qui sont là. Et si vous vous rappelez au début, j'avais dit, si, qu'est-ce qu'il fait, le logiciel? Il récupère la réalité du terrain, mais les décortique en plusieurs couches superposables. Donc voilà les couches superposables. Là, on a le niveau D. Si je décoche ici, on a le niveau 1. Si je décoche, on a le niveau 0. C'est pour ça, par rapport aux abréviations, tout à l'heure, je disais, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça signifie pour que je sache au moins qu'est-ce que ça va m'apporter, au fait. C'est ça. C'est ça, donc, Tu ne sais pas. c'est pourquoi je vais maintenant expliquer. Par exemple, là, on a importé que, on a pris que les types shapefile, SHP. D'accord? Mais j'avais expliqué que, je vais ouvrir ça. Par exemple, il y a ces types, les DPF. DPF ici, ça contient les informations attributaires. Maintenant, c'est quoi l'information attributaire? Le niveau D que nous voyons là, ici, nous avons l'information géométrique et géographique. Ça veut dire la forme et géométrie et la localisation. Maintenant, l'autre fichier là contient les informations attributaires. Et les informations attributaires, c'est quoi? Ce sont des informations descriptives de toutes ces zones. Donc, si je viens ici, je fais clic droit, je vais sur ouvrir la table d'attributs. Vous voyez que je retrouve tous ces textes qui sont liés à cette carte. Maintenant, ces tableaux ici, si on arrive à l'ouvrir, c'est parce qu'on a ces fichiers. Donc, si je supprime ces fichiers que je vous fournisse les autres là, vous pouvez importer les shapefile pour afficher, mais vous ne saurez pas accéder à cette table. Ok. C'est complémentaire, en fait. Il faut que ça soit ensemble. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit, pour les shapefile, vous êtes obligé d'avoir, par exemple là, pour le niveau 4, si vous me demandez ces données, je dois télécharger et vous envoyer les 5 fichiers qui sont là. PRJ qui est là, ça contient l'information sur la référence, le système de référence géographique. Donc ça veut dire la localisation, quel système ça utilise, parce que nous avons des systèmes angulaires et des systèmes métriques. Par exemple, le projet a le système WGS84 que je peux cliquer là. Ça veut dire
c'est ces systèmes de coordonnées de référence. C'est ce qui nous permet de référer cette carte sur le globe. Et ça, c'est un système global parce que ça présente le monde entier. Mais il y a aussi des systèmes personnalisés par rapport aux zones. Par exemple, la France, je crois, si je tape là-bas France, vous voyez que la France, il y a aussi ces systèmes. Par exemple, le système qui est là. Vous voyez, dès que je clique là, ça ne cadre que la zone de la France. Je ne peux pas, en travaillant par exemple pour l'Afrique du Sud, je ne peux pas utiliser ces systèmes parce que c'est un système spécifique pour tout ce qui est dans la zone de la France. Voilà, si vous osez utiliser un système qui n'est pas conforme, la carte sera déformée. Ok. Et ça, c'est le système du projet qu'on retrouve là. Ou comme on peut venir sur projet et aller sur propriété. Et là, on peut retrouver aussi le système du projet. Ok. Donc, le problème, c'est quoi? Il y a pas mal de choses dans les logiciels et on peut se perdre. C'est pourquoi je fais de mon mieux pour vraiment faire un effort d'aller vers l'essentiel. Et sachez que c'est chaque jour, parce qu'imaginez, je suis sur ces logiciels, ça fait... Wow, je viens de découvrir même quelque chose là. Ça fait 10 ans que j'utilise ces logiciels. Et vous imaginez que malgré ces 10 ans-là, chaque jour j'apprends. Parce qu'il y a des choses, ça évolue. Et la version que j'ai utilisée avant est loin de cette version que j'ai aujourd'hui. Donc, celui qui a appris avec moi en 2016 peut-être, aujourd'hui ne saura rien faire. S'il n'a plus touché à ça. Oui, il faut toujours se remettre en cause. Voilà. Donc, maintenant, pour la couche, on peut aussi venir faire clic droit. Tu avais dit déjà, si vous faites clic droit sur la couche, vous avez beaucoup d'options qui se présentent, des actions que vous pouvez poser sur cette couche. Par exemple, je peux venir imprimer sur propriété. Et là, j'ai propriété de cette couche. Je vais sur information. Je peux voir pas mal d'informations sur la couche. Et le système dont je suis en train de dire, c'est ce qui est là. Système de coordonnées de référence abrégé par SCR. Ici, on voit que ma couche ici a le même système que le projet. Donc c'est le système WGS84 qui est un système global. Mais si je ne veux pas, je peux appliquer le système de la France. Ça, c'était première action. On peut aussi supprimer tout ce qu'on a ajouté là en faisant clic droit. Il y a pas mal d'actions. Vous pouvez supprimer. Vous pouvez dupliquer. Vous voyez là, j'ai créé une copie de cette couche. Vous pouvez faire encore clic droit, renommer. Donc, les autres choses, vous allez découvrir en faisant clic droit. Vous pouvez venir sur renommer. Par exemple, je me dis limite France. Vous voyez, je peux renommer la couche. Je peux faire clic droit. Je viens sur supprimer. Si je supprime, ça part. Alors, lorsqu'on travaille, des fois, on évite de trop supprimer. On a l'option qui nous permet de cocher et de décocher. Donc, je peux les faire disparaître, mais sans toutefois les supprimer de mon projet. Sinon, si je supprime, je serai obligé d'aller encore sur ajouter une couche pour l'importer pour une deuxième fois. Ok. Ouais. Ce sont des actions qu'on peut poser. Et dans QGIS, il y a la notion de superposition. Je vais poser une action. Par exemple, si je prends ça, j'amène en premier lieu. Vous voyez qu'on ne voit plus grand chose, juste le fond, la carte du pays. Mais les autres, là, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que ce qui est en premier, si la couche qui est en première position, c'est une couche, ça veut dire là, par exemple, c'est opaque.
ça ne permet pas de voir ce qui est en dessous. Donc, si je décoche ce qui est en dessus, maintenant je peux voir les autres. Donc, il y a cette notion de superposition. On a vu une seule méthode. On est allé sur couche pour importer. On va voir la deuxième méthode avec l'explorateur des fichiers. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le dossier en question qui est le dossier des shapefiles de la France. Parce qu'il est en format compressé, voilà, c'est l'autre. Maintenant, l'avantage avec l'explorateur des fichiers, comme c'est dans le logiciel, et qui juste par son intelligence, c'est déjà que les fichiers qu'on utilise pour importer ces shapefiles, il a déjà filtré pour vous présenter que le type shapefile et non les autres. Ok. Ce qui était différent lorsqu'on est allé sur couche, ajouter une couche vecteur. Lorsqu'on va sur parcourir, on retrouve tous les fichiers. Mais à partir d'ici, il filtre déjà pour nous laisser que le shapefile. Si on veut avoir le niveau 5, on a deux possibilités. On peut cliquer glisser ici, tout comme on peut glisser ici. Si je glisse là et je laisse, du coup, ça ajoute 5 qui est ici. Je peux cliquer et l'amener en premier lieu. Vous voyez un peu les degrés. Donc même au niveau le plus petit là, c'est bien découpé. Donc voilà, ça c'est une possibilité. Tout comme je peux prendre aussi là, j'amène ici. Vous voyez que ça ajoute cela. Ça c'est, on a vu première possibilité avec le menu couche. Menu couche, ajouter une couche vecteur. Deuxième possibilité à partir d'explorateur. Troisième possibilité, ici vous avez aussi des raccourcis. Vous pouvez venir directement là, vous voyez ajouter une couche vecteur. Vous cliquez et ça vous présente cette interface. Au lieu d'aller sur couche, ajouter une couche qui vous fait 3 actions, ici vous faites juste un clic et vous êtes là. Et si c'est pas une couche vecteur, c'est raster, vous venez aussi sur raster, tout ce qui est image. Parce que si vous êtes sur vecteur, vous allez sur choisir et là où vous allez dans vos dossiers, vous choisissez un fichier image, ça ne va pas marcher, il ne va pas reconnaître. Parce qu'au départ, vous lui avez dit, je vais importer un fichier vecteur. Vous ne pouvez pas aller choisir un fichier raster. Autre possibilité, je ne sais pas si ça va marcher ici, vous pouvez aussi prendre comme ça, venir glisser, si vous aviez déjà lancé le logiciel, j'espère que vous voyez, et dès que vous amenez là, le logiciel s'ouvre, vous venez là, vous déposez. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Voilà, on a vu beaucoup de possibilités. Si c'est bon, on va passer à une autre étape. Là, on a vu comment importer de données. Je vais supprimer les autres pour laisser juste le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. Est-ce que c'est bon? On peut continuer? Je disais c'est bon. Sauf qu'il y a beaucoup d'informations en fait. Ouais. J'avais même une proposition à vous faire, mais je ne sais pas si c'est la bonne. Je me disais de ramener des séances à 1h ou 1h30 et puis augmenter le nombre. Mais vous pensez que comme ça c'est mieux? Je pense parce que je me dis 2 heures ça vous fait beaucoup d'informations, même si on vous laisse le temps de l'assimiler pour qu'on ait une autre séance.
je pense que ça peut être dire en inner, par exemple, ce qu'on a vu là en inner, vous avez un temps de le pratiquer et revenir pour encore un inner, ça vous aide vous et moi aussi. Parce que ce que je fais avec vous, c'est déjà après une longue journée au travail. Et je crains que peut-être après 1h30, la suite là, je suis plus en forme. Et ça craint déjà quand on n'est pas en forme, on risque de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc je me dis, soit on fait 1h30 par séance et les 30 minutes qu'on récupérera dans chaque séance, ça constitue d'autres séances. Donc ça veut dire on avait 10 séances, si on récupère, là on est déjà à la 3e séance, si on récupère 1 heure, ou bien 30, je pense ça pourra nous amener à 12 ou 13 voire 14 séances. Donc je pense comme ça serait mieux, même pour la vidéo, telle que là, 1 heure, j'aurai la facilité de monter la vidéo et puis la mettre à votre disposition, que ce soit un enregistrement de 2 heures, ça sera difficile de faire le montage. Donc, comme ça. Ce qu'on va faire, on va juste finaliser cette notion. Comme ça, vous allez vous exercer. On a donc téléchargé, installé le logiciel QGIS. On a ouvert et expliqué l'interface. On a enregistré le projet. On a importé des couches, des formats shapefile. Et je vais maintenant importer le format GeoPackage pour voir la différence. Pour ça, je vais aller sur couche, ou encore je peux venir ici sur cette icône. Ça vous permet déjà de vous maîtriser le rôle de tout ça. Pourquoi aussi on l'a placé, c'est pour des raccourcis et rapidité. Ouvrir le gestionnaire des sources de données. Dès que je clique là, ça m'amène directement ici. Et là, je vais aller sur ouvrir, ou bien parcourir plutôt. Je vais sur téléchargement et j'ai choisi le format GeoPackage pour les données de la France. Je vais sur ouvrir et je viens sur ajouter. Vous remarquez la différence? Là, j'ai choisi qu'un seul fichier pour l'ajouter. Maintenant, il me représente tout ce qu'il contient à l'intérieur. Pour me demander, est-ce que j'aimerais ajouter le tout ou bien j'aimerais choisir. Si je ne veux pas ajouter le tout, si je veux ajouter le tout, je clique sur ajouter une couche. Là, tout va venir. Mais si je ne veux pas, je peux sélectionner que le niveau 3. Je viens sur ajouter et puis je ferme. Et là, je n'ai que le niveau 3 qui est ajouté. Donc, l'avantage avec les GeoPackage, c'est ça. Mais on va pas travailler sur le niveau 3. Je vais le supprimer. En dehors de faire clic droit sur la couche pour avoir plusieurs options, lorsque la couche est sélectionnée comme ça, ici vous avez aussi d'autres boutons de raccourcis. Par exemple, là, ça permet de supprimer. Et les secrets avec le logiciel QGIS, à chaque fois que le curseur survole un outil, vous avez les textes qui vous donnent déjà l'idée de ce que peut faire l'outil. Par exemple, si je clique là, je peux supprimer. Et à part ça, on va cocher pour la France comme ça. L'opération avec laquelle on va clôturer, c'est les changements qu'on peut apporter à une couche. Par exemple, cette couche telle que ça se trouve là, vous pouvez changer l'apparence de cette couche, donc la couleur, la forme des traits, et vous pouvez aussi afficher des labels, des étiquettes. Par exemple, pour le faire, on fait clic droit sur la couche et on va sur propriété. Donc ça veut dire les propriétés de cette couche-là. En ce qui concerne l'apparence, ça veut dire la couleur et la forme, on le fait via l'option symbologie. On a des modèles de base qui sont là, des standards, tout comme on peut constituer notre propre symbologie. La logique, je viens sur remplissage simple.
Quand j'étais là, l'interface était autre. Quand je viens ici, ça change. En premier lieu, j'ai type de symbole. Est-ce que c'est remplissage simple ou c'est autre? Après, j'ai couleur de remplissage. Ici, vous voyez, ça vous donne un aperçu de comment apparaîtra ce que vous êtes en train d'apporter comme modification. Je me dis pour la couche, par exemple pour la France, je veux que les fonds soient par exemple de couleur mauve. Donc, je clique là, il me présente des palettes de couleurs. Sur ces cercles, je peux prendre par exemple le vert, mais après, à l'intérieur de ces triangles, j'ai un point blanc qui est là, qui me permet de changer pour choisir les tons de couleurs. Je peux venir sur vert foncé, vert pâle, ainsi de suite. Donc c'est à moi de changer les tons de couleurs. Si je prends mauve, je peux faire aussi pareil. Ou encore jaune, je peux faire pareil. Donc ça c'était avec les remplissages. Tout comme je peux aussi dire, je ne veux pas que les styles de remplissage soient continus, parce que continu ça veut dire partout vous les retrouvez. Je peux cliquer là pour dire je veux que ça soit pas des remplissages. Dans ces cas, le fond sera vide. Ou encore je veux que ça soit diagonal. Si je change la couleur rouge à noir, vous voyez que maintenant ça met des hachures, c'est hachuré. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On reste d'abord là. En fait, sur les plans pratiques, ça va nous servir, par exemple, quand j'ai fait l'étude du marché, au fait, pour trouver, par exemple, un emplacement où se trouvent les cibles que je vais atteindre. Ça va se présenter comme ça, c'est ça? Oui, mais pas forcément. Je vous donne un cas pratique. Vous travaillez sur une zone et lorsque vous travaillez sur cette zone-là, vous voulez implémenter vos points de, par exemple, centre commercial, point de vente, ainsi de suite, commerce. Mais il y a une zone, par exemple, sur là où vous voulez travailler, il y a une zone peut-être où l'État interdit de construire. Vous voyez? Vous pouvez décider, par exemple, cette zone-là, vous le représentez comme ça. Okay. Donc, ça veut dire sur votre carte, il y aura une partie où on va voir une zone comme ça. Donc, ce sont des types de visualisation, mais qu'on peut placer par rapport à un contexte, voir qu'est-ce qu'on veut représenter. Et de toutes les façons, il y a toujours la légende. Ça veut dire, après avoir représenté quelque chose sur la carte, sur la légende, on indique c'est quoi. Ouais. À part ça, ici, vous avez le couleur des traits. Donc, déjà, au fur et à mesure qu'on fait ça, QGIS nous donne même la possibilité de vérifier. Par exemple, là, je peux appliquer, sans toutefois valider là, je peux juste appliquer pour voir les modifications ici. Donc, tout ce que j'ai fait là, bien que je peux voir l'aperçu là, mais je peux aussi appliquer pour voir. Là, par exemple, j'ai le couleur des traits. Couleur des traits, c'est la couleur des contours. Je peux décider que ça soit rouge. Là, nous avons la largeur des traits. Je peux aussi augmenter. Et si j'applique, voilà comment ça change ici. Je peux décider que le style des traits ne soit pas ligne continue, mais plutôt tiré. Déjà là, ça me montre l'aperçu. Et dès que j'applique, ici aussi, ça s'applique. Donc, tout ce que je veux apporter comme modification là-bas dépend des actions que je pose ici. Donc, on va revenir là. Et prendre, par exemple, couleur grise, augmenter un peu. Je peux appliquer. Et une fois fini, je peux valider. Donc, voilà. Je peux cocher maintenant le niveau 1 pour faire aussi quelque chose. Comme on a on a décidé une couleur pour le fond, ici, pour le niveau 1, on va le mettre sans fond. Et on va mettre des lignes, les couleurs des traits en noir, et on va afficher les noms de chaque département ou province.
Maintenant, pour afficher les noms de chaque département ou province, vous devez vous assurer que vous disposez de ces informations dans la table d'attributs. Par exemple, là, je fais clic droit. Je viens sur ouvrir la table d'attributs et je remarque ce qu'il y a là-bas comme information. Ça veut dire ça, c'est les types région. Et nous avons les noms qui sont là. Donc ça veut dire si on doit afficher les noms là-bas, on va utiliser les champs name 1. On va revenir ici, on va changer de couleur, clic droit propriété, remplissage simple. On va juste changer le style de remplissage qu'on va prendre, pas de remplissage, donc il n'y aura pas de couleur au fond. Le contour en couleur des traits, on laisse noir. Et ici, on va mettre à 0,30 l'épaisseur. On va appliquer et déplacer pour voir. Donc voilà ce que ça donne. Parce que la couleur qui est là, c'est pas la couleur des régions, mais c'est la couleur des limites 0 de la France. Maintenant, pour afficher les étiquettes, on va quitter la symbologie pour venir vers étiquette. Et là, ça nous dit pas d'étiquette parce que rien n'a été configuré. Mais nous, on se rappelle que dans la table d'attributs de notre couche, il y a un champ name 1, c'est ce champ-là qu'on va utiliser. Dans ce cas, on clique là, on vient sur étiquette simple, et il nous demande d'indiquer quelle valeur il va utiliser pour afficher les noms. Et comme il a déjà parcouru la table d'attributs, il a reconnu le champ name qu'il a placé de façon automatique. Mais on a aussi la possibilité de venir cliquer là et choisir autre chose. Donc ici, on retrouve les titres des colonnes qui se trouvent dans notre table d'attributs. Ok. Et après, on peut faire d'autres choses comme sur Word. Oui. Là, il a juste mis name 1 parce que c'est là où tu étais avant. Oui, oui. Non, souvent, il détecte de façon automatique non, les champs name. Parce qu'il sait que... Donc, c'est tout ce qui se fait avec l'intelligence artificielle. Quand on pose plusieurs fois l'action, lui, il retient, voilà. Il sait que la majorité des gens qui utilisent choisissent beaucoup plus les noms des zones. Voilà. Ok. Et ici, c'est comme sur Word, on peut pas mal faire des choses. Là, on a l'interface qui nous permet de voir l'aperçu, comment ça va apparaître sur la carte. Sur texte, on peut changer le type de police comme sur Word. Donc, vous voyez, je peux prendre ça. Je peux réduire la taille. Je peux le souligner. Donc, tout ce peut être fait. Je peux changer de couleur si je me dis ça sera rouge. Donc, tout est là. Et on découvrira au fur et à mesure qu'on évolue. Et si c'est bon, je clique sur appliquer. Et puis, je clique sur OK. On a la carte avec les noms de chaque région. Voilà. Ça fait déjà trop. L'exercice que vous aurez, ce n'est pas de reproduire pour le niveau 1, mais vous allez faire plutôt pour le niveau 2. Donc vous aurez le niveau 0 avec la même couleur que ce que j'ai mis là. Et vous allez ajouter le niveau 2. Et vous allez afficher les noms. Et vous allez prendre pour vous, la taille des textes sera 6. Donc si je reviens ici, pour moi la taille c'était 7, mais pour vous la taille sera 6. À part ça, ici, je vous souffle aussi déjà, vous devez faire clic droit, venir sur ouvrir la table d'attributs et chercher les champs qui contiennent les noms des départements, parce que vous allez représenter les départements. Si ici les champs étaient name 1, vous avez déjà l'idée de ce que sera les noms pour le département. Voilà, bonne chance pour votre premier projet. Donc, vous allez me le présenter le mercredi. Mais si vous allez vous exercer demain, n'hésitez pas, en cas de complication, question de faire juste capture d'écran, même sur téléphone, et envoyer sur WhatsApp, je vais réagir. Ok. Voilà. D'accord.
Mm. Merci. Je vous en prie et de bonnes choses.